Bonjour, bienvenue sur Acteur Public TV pour une rencontre. Je voudrais aller avec vous à la rencontre de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, FMES, et vous présenter Pascal Ossuer. Monsieur Ossuer, bonjour. Bonjour. Monsieur Ossuer, vous êtes vice-amiral d'escadre et vous êtes le directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Moi, je serais tenté de présenter la Fondation comme un think tank, comme d'autres, mais je sais que c'est beaucoup plus qu'un think tank, et je voudrais ensemble que vous nous fassiez comprendre quels sont les objectifs de cette Fondation, quelle est votre mission. Je voudrais qu'on insiste beaucoup sur l'importance de sa coordination avec l'action territoriale. On parlera aussi, parce que vous avez une mission de recherche de big data et d'intelligence artificielle. Et puis, puisque je parlais de vous comme d'un think tank, avoir aussi votre regard sur ce qu'un institut comme le vôtre, une fondation comme la vôtre, peut apporter en matière de réflexion pour. On parle beaucoup du service public de demain, hein, l'avant, l'après. C'est le sujet de ces rencontres des acteurs publics. Je vous propose d'y contribuer. Monsieur le directeur général, amiral, présentez-nous la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, je vous prie. L'Institut FMES, c'est un institut qui a 30 ans. Il a été créé à Toulon à partir d'une volonté politique. Le but était de sortir en quelque sorte Toulon de son tête-à-tête avec l'arsenal, avec la marine et les chantiers navals. Et on a créé une université, on a créé une école d'ingénieurs et on a créé un think tank. Et ce think tank est dédié à la réflexion stratégique sur les sujets du bassin méditerranéen, c'est-à-dire le Proche, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Europe du Sud et cette mer Méditerranée. Et depuis 3 ans, euh, après les lois de décentralisation, après la loi NOTRe, la région a pris l'économie en responsabilité et elle a demandé à la FMES, à cet institut qu'elle connaissait bien et pour lequel elle était d'ailleurs au conseil d'administration parmi d'autres acteurs publics, de devenir un centre ressources de la région, du conseil régional, pour l'économie de défense dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En fait, cette région, c'est une grande région de défense, la première région de France en termes d'implantation militaire, la deuxième en termes de PIB, si on peut dire, en termes d'économie de défense. Et le conseil régional a éprouvé le besoin d'avoir un relais, un acteur qui puisse l'aider à évaluer et à mieux gérer et à organiser, à créer de la synergie dans cet écosystème civil et militaire lié à l'économie de défense, peu ou prou, c'est-à-dire économie de défense et ce qu'on appelle économie duale, c'est-à-dire aussi l'économie qui soit travaille de temps en temps pour la défense tout en ayant une activité dans le domaine civil, soit travaille complètement pour le civil, mais dont la nature de l'activité, souvent de très haute technologie, pourrait servir à l'économie de défense. C'est donc tout cet écosystème que nous participons à développer, environ 2000 entreprises qui vont de la start-up à la grosse entreprise ou au laboratoire. Et vous avez une réflexion au sujet du rôle de la Méditerranée. Alors, une réflexion dans le domaine maritime, bon, bien sûr, on imagine, mais pose aussi des sujets au terme d'environnement, d'économie, d'organisation de la société. Vous disiez tous ces pays riverains que la Méditerranée, on le sait, bon, bien sûr, rassemble, mais parfois divise aussi. Euh, Vous êtes l'œil de la région sur cette situation-là? Oui, alors on est du coup dans ce domaine un peu au cœur de notre activité historique, j'allais dire. La réflexion stratégique et géopolitique sur ce bassin, oui, elle est particulièrement complexe. On est dans une période où elle est d'ailleurs encore plus complexe qu'elle ne l'a été précédemment. La friction entre le nord et le sud de la Méditerranée augmente. C'est une zone de friction et c'est aussi une zone où les puissances interagissent. C'est un terrain de jeu pour des puissances qui sont de moins en moins régulées. Bref, tout ça participe bien sûr sur le plan politique ou pour administratif pour notre pays et pour cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est extrêmement important d'avoir un suivi
Et nous avons créé un observatoire, l'Observatoire stratégique des mondes méditerranéens, avec les universités de la région, de Nice, de Toulon, de Marseille, avec Sciences Po Ex, autour de la FMES, auquel on a associé d'ailleurs des militaires d'actifs des 3 armées, pour réfléchir ensemble et être collectivement plus intelligents dans l'analyse de la situation de cette zone stratégique, qui est une des zones les plus chrysogènes du monde, et puis tenter d'apporter des solutions pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres dans ce domaine. Dans ce domaine-là, comme dans d'autres, je suppose que vous manipulez ou vous collectez beaucoup de données. Est-ce que l'usage des nouvelles technologies, et notamment de quelque chose qui est maintenant se répand plus, celui de l'intelligence artificielle, vous aide à mâcher suffisamment de données pour nourrir votre réflexion? Comment est-ce que vous articulez ce rôle des nouvelles technologies? Vous disiez à l'instant que vous êtes associé avec les principales universités de la région. Comment un think tank utilise ces nouvelles technologies, l'intelligence des centres universitaires et le savoir-faire des experts que vous réunissez? Oui, alors la donnée, c'est évidemment un sujet majeur. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'un des premiers dossiers que nous avons traités au profit de la région et du conseil régional, c'est la propriété intellectuelle. On a ici, sur ce territoire, je l'ai dit, des centaines, des milliers d'entreprises qui sont des perles de technologie, qui ont des données, la propriété intellectuelle, extrêmement sensibles et qui malheureusement se font piller leur technologie, de plus en plus d'ailleurs. Et récemment, avec la crise du Covid, on a vu que les attaques cybernétiques, soit pour paralyser une entreprise, soit pour la piller, se sont accentuées, et en particulier dans cette région. Donc nous avons monté un label intelligence économique régionale qui sera... Pour les PME, hein. J'ai vu que c'était fait pour les PME et les TPE. Absolument, absolument. Donc c'est à destination des plus petites entreprises, les plus vulnérables, celles qui n'ont pas l'organisation interne pour durcir et pour protéger leur système. Nous avons monté ce label intelligence économique. Les premières entreprises, une petite vingtaine, seront labellisées à la fin de l'année. C'est une première en France. Et derrière ça, nous sommes en train de monter, et ça sera inauguré au mois d'octobre prochain, un centre ressources cyber au profit des PME, TPE, là encore, ce centre permettra de diffuser l'information vers le bas, vers toutes ces petites entreprises qui n'ont pas ni le temps, ni l'organisation pour pouvoir être branchées sur les organismes comme l'ANSSI, qui sont des prescripteurs en termes de protection cyberdéfense. Donc nous assurerons, au profit de l'ANSSI d'ailleurs, des séminaires d'information, de la diffusion vers le bas de l'information, et nous serons également un point de contact montant, un point de contact pour ces entreprises lorsqu'elles se font attaquer, pour évaluer avec elles leurs difficultés et les orienter vers un acteur soit régional, soit national, pour les aider à régler leurs problèmes en termes d'attaques cybernétiques. Dans la même continuité, et c'est aussi une première, je crois, en France, nous allons, à la rentrée 2021, mettre en place un centre de formation cyber au profit toujours des petites entreprises, une fois encore les plus vulnérables, qui ne fera pas de la formation cyber elle-même, c'est pas notre vocation, mais qui optimisera le tissu de formation préexistant en région dans le domaine de la cyber, pour adapter cette formation professionnelle à la taille, à la caractéristique et aux particularités de ces petites entreprises, cet écosystème à la fois extrêmement riche et en même temps extrêmement vulnérable. Et j'en viens au dernier volet, qui est le volet de la gestion de la donnée massive. C'est évidemment un domaine clé. Nous avons répondu à un plan d'investissement d'avenir au profit à la demande de la région et en partenariat avec l'Université de Toulon pour mettre en place à Toulon une formation professionnelle sur la gestion de la donnée massive, donc ce qu'on appelle les data scientists, donc des gens qui vont être initiés à la gestion de ces données, avec des plateaux techniques sur lesquels il y aura des logiciels, de l'intelligence artificielle issus de différentes technologies et qui permettront à nos jeunes étudiants régionaux de s'acclimater et de découvrir et de maîtriser ce domaine qui est de plus en plus essentiel, notamment pour la souveraineté nationale et pour les entreprises
dans lequel ils vont travailler. Alors, vous parliez d'industrie duale. Alors, on peut utiliser le mot pour parler aussi de votre rôle. Vous avez ce rôle de conseil, d'éclaireur et d'observateur au profit de la région. Et puis, vous avez ce rôle très opérationnel que vous venez de présenter là, notamment à destination du tissu des PME et TPE de la région, pour alors à la fois leur faire comprendre les enjeux de la cybercriminalité, ceux de l'intelligence économique, et elles peuvent être sujettes à des attaques ou à ou même à des sinistres en matière d'intelligence économique, et en les mettant en réseau avec soit l'ANSSI ou d'autres organismes de défense, leur faire comprendre et les aider à supporter ces temps de crise. Pour parler de temps de crise, le secteur public a été très sollicité là, pendant des mois, et il est à craindre qu'il le soit toujours. Quand je dis à craindre, c'est parce qu'il l'est dans des circonstances qui sont pénibles à vivre. Quel est le regard que vous portez sur cette situation-là? On peut tous, je pense, se féliciter de la résilience de nos services publics, mais on peut aussi se dire, tiens, on pourrait améliorer ça, on aurait dû faire ça. C'est même pas un adage, hein, c'est une phrase historique. Hein, gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un tout petit peu mieux dans ce domaine-là? Oui, deux remarques sur ce thème. La première, c'est la réflexion de long terme. C'est un lieu commun. Nous vivons dans un monde de plus en plus happé par le présent. C'est vraiment le présentéisme à tout crin. Et on se rend bien compte qu'on a de moins en moins de temps pour poser les problèmes, prendre le temps de réfléchir, d'identifier les enjeux, de mettre en œuvre des options de solutions et de se donner les moyens de gérer les crises à venir et non pas simplement les crises actuelles. Cette planification stratégique, alors c'est un peu l'ancien militaire qui parle parce que c'est au cœur de l'activité d'un militaire qui prépare toujours des scénarios catastrophiques, puisque la guerre, et la guerre de grande ampleur, c'est vraiment, heureusement, c'est quelque chose qui arrive très peu, mais quand elle arrive, si on ne veut pas être complètement balayé par l'histoire, il faut se préparer à l'inattendu et à une situation complètement anormale. Et donc la planification est la base du début, de commencement, de réflexion d'un outil militaire. Eh bien, pour un acteur public qui est face à des crises économiques, sociales, sociétales, sanitaires, on l'a vu, c'est la même chose. Il faut se réapproprier cette réflexion de long terme et qui en plus nous permet de nous dissocier de l'émotion, de l'instantané qui finalement dans lequel on baigne quotidiennement, pour repartir sur des analyses beaucoup plus rationnelles. Et je pense que ça, c'est la première leçon que moi, personnellement, je tire de la crise. Et je pense qu'un institut, un think tank dont la réflexion, le cœur, l'ADN et la réflexion stratégique est bien placé pour le faire. Le deuxième point, c'est le croisement des regards et des perspectives. On est riche de sa diversité, on est plus intelligent en collectif, et surtout quand ce collectif met côte à côte des gens différents, d'expériences différentes, de perspectives différentes, de points de vue et de vision, et même de capacités. Et là encore, en tout cas c'est la marque de fabrique de l'institut que je dirige, c'est de mettre autour de la table des gens totalement différents. Des militaires en actif, des anciens militaires, des trois armées qui ont là au corps des histoires et des vécus et finalement un câblage intellectuel très différent les uns des autres, avec des enseignants, des universitaires qui sont beaucoup plus dans l'approche conceptuelle, avec des fonctionnaires territoriaux, des acteurs publics de région, eux-mêmes, on met autour de la table des acteurs économiques, qui sont des industriels, des gens qui ont là aussi un autre référentiel. Et tous ces points de vue, toutes ces intelligences, si on arrive à faire, et là il y a une petite alchimie à trouver, mais si on arrive à les mettre autour de la table et à les faire travailler ensemble, on est collectivement plus intelligent. Écoutez, alors vraiment, merci pour cette vision long terme hein, que vous recommandez.
Bravo au directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques pour avoir, pour ce que vous cherchez à insuffler dans votre organisation. Je l'ai noté, plus de collectifs, mailler ensemble des expériences et des origines d'expériences diverses. C'est un très beau projet. Permettez-moi, amiral, de vous souhaiter et de souhaiter à la Fondation de travailler dans ce sens-là avec succès. C'est le souhait de la rédaction d'Acteurs Publics. Ce que vous nous présentez là est une situation extrêmement intéressante et je vous remercie pour vos explications. Je vous dis à bientôt sur Acteurs Publics TV. J'espère qu'on aura à nouveau le plaisir de vous recevoir. Vous veniez nous expliquer comment cette démarche progresse. Et encore une fois, toutes nos félicitations. Merci Pascal Osseur. Je rappelle que vous êtes amiral d'escadre, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Merci à vous tous pour votre attention. À bientôt sur Acteurs Publics TV.